se retrouve pour cette dernière table ronde consacrée cette fois-ci au financement de ces nouvelles mobilités et à l'ouverture à la concurrence. Avec nous donc Franck Laferté, vous êtes directeur commercial de SNCF Réseau. Pierre Liger, vous êtes partenaire chez TNP. Gilles Chang, vous êtes directeur adjoint de BPI France. Et Claude Steinmetz, vous êtes directeur ferroviaire de Transdev. On commence avec vous, Franck Laferté, SNCF Réseau. Je rappelle que SNCF Réseau, c'est l'entretien quotidien de 27 900 km de voies pour faire circuler les fameux 15 000 trains qu'on a déjà évoqués tout à l'heure. Alors, avec vous, on a commencé à évoquer le sujet, plus de trains, etc. Mais concrètement, c'est vrai qu'on voit que le défi auquel vous êtes confronté, c'est l'augmentation de l'offre de trains, puisque c'est un des modes de transport les plus prisés pour demain. Donc, j'ai envie de vous dire comment vous allez moderniser les infrastructures pour faire circuler davantage de trains. Et puis, on a commencé à l'évoquer tout à l'heure, avec quelle nouvelle technologie, en plus d'un réseau performant, pour pouvoir aller encore plus loin sur la fréquence. Alors bonjour à tous. En fait, déjà pour faire circuler plus de trains, on peut regarder deux choses. Il y a le premier, c'est plus d'infrastructures, c'est-à-dire plus de voies ferrées. Ça, c'est le lancement des lignes à grande vitesse, notamment, qui sont déjà lancées. L'intérêt de ces nouvelles infrastructures, il est double. Il est non seulement qu'il pourra faire circuler de nouveaux trains, ou en tout cas de desservir des destinations de façon plus rapide, mais surtout, il va dégager de la capacité sur les infrastructures existantes. Si on prend notamment le Perpignan-Montpellier, typiquement, aujourd'hui, on est en ligne classique, juste deux voies, pour faire circuler du train à grande vitesse, du train TER, du train intercité et du trafic fret conventionné, du trafic fret lourd, voire des transports exceptionnels. Quand on aura construit une ligne à grande vitesse pour relier directement Montpellier à Perpignan, bien évidemment, tous les trains à grande vitesse, voire les autres trains qui pourront emprunter cette ligne à grande vitesse, libéreront de la capacité sur les infrastructures existantes. Donc, la première chose, quand on se projette à 2035, c'est évidemment les infrastructures nouvelles. Mais ensuite, et on l'a évoqué tout à l'heure, effectivement, il y a qu'est-ce qu'on peut faire sur les infrastructures existantes. Sur les infrastructures existantes, il y a deux choses. Il y a l'augmentation du débit. On en a parlé tout à l'heure sur notamment le RTMS, c'est-à-dire faire passer plus de trains sur les mêmes infrastructures, on augmente le débit, et donc forcément, ça permet de répondre à l'augmentation de la mobilité. Alors, le RTMS, pour faire simple, c'est qu'aujourd'hui, la signalisation, elle est fixe, donc elle est sur les voies, donc on a des cantons, et un train ne peut rentrer dans un canton que quand on a l'assurance que le canton est vide. Et pour ça, en fait, on le fait avec deux cantons d'avant, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le risque que sur un canton intermédiaire, il y ait deux trains. Le RTMS, pour faire simple, le canton est calé sur le mobile. Donc, au fur et à mesure où le mobile se déplace, son canton se déplace, et donc, ça permet d'accélérer le débit. C'est un peu ce qui a été dit tout à l'heure par Luc sur Nexteo, mais sur des trains à grande vitesse. On a d'autres façons aussi d'augmenter la capacité des lignes existantes, c'est la façon dont on répartit la capacité existante. Typiquement, si on mélange, sur nos lignes classiques, je le fais simplement, on a une multiplication de vitesse des trains. Donc entre les trains de fret, lourds ou pas lourds, combinés ou conventionnels, entre les trains de proximité qui s'arrêtent souvent, entre les trains intercités qui sont à vitesse classique mais qui ne desservent pas tout, voire entre les trains à grande vitesse, en fait, on a des vitesses différentes qui occupent un espace-temps différent. Si on ordonnance mieux tous ces trains-là, qu'on fait passer une batterie de train à vitesse accélérée, mettons à 140 ou 200 km dans la plaine d'Alsace, donc on les fait partir un peu en batterie, forcément, on va permettre de faire circuler au global plus de trains. Et donc cette interrogation sur comment on organise la capacité, c'est des questions qu'on se pose déjà aujourd'hui sur des horizons à 5-10 ans, avec la question de est-ce que la façon dont est organisée la capacité aujourd'hui permet de répondre aux besoins qu'on anticipe dans ces 5 à 10 ans. C'est quoi, pour nous donner une idée, c'est quoi votre objectif d'augmentation de l'offre concrètement ?
Vous dites qu'on peut faire circuler combien de trains de plus qu'aujourd'hui? Non, mais l'exemple a été pris tout à l'heure sur la ligne à grande vitesse au départ de Paris, qui dessert Lyon, la LN1, où aujourd'hui on est à 13 trains par heure. On vise dans un horizon très proche 16 trains. Luc a même parlé de 19 trains. Donc voilà, ça c'est une indication du nombre de trains. Mais encore une fois, en fait, prendre cette information brute, ça n'a pas tellement de sens, parce que sur la LN1, on n'a pas d'arrêt, donc c'est facile de se dire on passe de 13 à 16. Mais sur une ligne plus longue sur laquelle on a des arrêts intermédiaires, forcément, si un opérateur veut s'arrêter 10 fois, il occupera plus d'espace-temps qu'un opérateur qui veut aller en direct jusqu'au bout. Donc en fait, c'est la difficulté et l'intérêt de cette réflexion, c'est d'essayer de regarder, en fonction de ce que veulent les opérateurs, comment on organise cette capacité. Et pour le coup, quand on se projette à horizon 5-10 ans, c'est de détecter d'éventuels conflits pour se dire, ah ben là on a un conflit, il faudrait investir soit sur la signalisation, comme je dis, soit sur l'infrastructure. Parfois, ce n'est pas des gros investissements, c'est rallonger une voie de garage, enfin d'évitement qui fait 750 mètres, la rallonger à 850 mètres pour pouvoir faire passer, je regarde Alexandre Gallo, pour pouvoir stationner pendant 10-20 minutes, une demi-heure, un train de fret de combiné de 850 mètres pour faire passer un train plus rapide et ensuite qui replace ça. Voilà. Forcément, quand vous faites ça, vous accélérez le débit et vous augmentez la capacité. Merci. Gilles Chang, vous êtes directeur adjoint de BPI France. Alors, on parle de toutes ces solutions innovantes. Il faut rappeler que BPI France accompagne les écosystèmes de l'innovation dans beaucoup de secteurs, dont la mobilité, évidemment. Et vous êtes quand même, vous, à un poste d'observation un peu privilégié, finalement, du foisonnement d'innovation qu'on constate, finalement, dans ce secteur. Vous, concrètement, à travers les projets qui vous sont soumis, les projets que vous financez, comment vous voyez évoluer ces grandes tendances de la mobilité de demain? Bonjour à tous et merci pour la question. Oui, effectivement, vous l'avez dit, on est quand même pas mal au centre de toutes ces thématiques. Donc la mobilité, c'est un sujet très très transverse. Il était naturel que l'État, les services publics et notamment BPI France s'intéressent à la thématique. Donc je pense qu'on partage beaucoup des constats de ce qui a pu être évoqué jusqu'ici. La mobilité, il y a deux grands axes qui sortent. Hein. C'est cet axe de décarbonation et c'est cet axe de modification et de révolution des usages. Donc ça, c'est quelque chose qu'on accompagne. Donc il y a des pressions réglementaires qu'on a évoquées rapidement sur beaucoup de sujets. Il y a sur l'automobile, hein, on connaît tous les normes Euro, avec la nouvelle norme Euro 7 qui arrive. Donc il y a eu énormément de travail qui a pu être fait sur toutes les thématiques de décarbonation, notamment de la motorisation, mais pas que. Les nouvelles normes Euro 7 commencent à parler de sujets qui sont différents sur la captation de polluants issus du freinage, par exemple, ou des pneumatiques. Donc des sujets qui vont devoir amener des réponses techniques et technologiques. Et puis le maritime, on a peu parlé du maritime, si ce n'est pour dire que c'était quand même quelque chose de très très important dans le quantum du transport. C'est 3% des GES aujourd'hui. Il y a un certain nombre de réglementations qui visent à réduire de manière importante ces GES et qui demanderont également une intervention, une modification technologique. Donc il y a plusieurs réponses à tous ces sujets-là qui vont être liés à notre domaine d'intervention qui est celle du financement, d'être un observatoire de ce qui peut se passer d'un point de vue technologique. Donc ça passe par le financement d'un certain nombre d'acteurs. Donc on travaille beaucoup sur un écosystème de start-up qui peut amener des réponses. J'évoquais rapidement le maritime tout à l'heure. Une des startups que nous avons soutenues avec les différents fonds que nous gérons, c'est une société comme Hero qui va développer des systèmes de voile pour pouvoir hybrider le transport maritime. Donc l'idée, c'est pas forcément d'imaginer qu'on va tomber à zéro sur ce que va être un porte-conteneur, ce que va être un vraquier ou quelque chose comme ça, mais qu'on va pouvoir aller augmenter la performance de ces navires en termes d'émissions en venant y adjoindre une composante par voile. Un autre sujet du financement qui est important également, c'est le sujet qui est sous-jacent de la transformation à la fois des modèles économiques d'un certain nombre d'acteurs. Donc on a parlé de l'éloignement un peu de la propriété de certaines choses. Donc ça va poser une vraie question sur comment est-ce que des acteurs émergents vont pouvoir financer tout ce qui va être finalement détention pour compte de tiers d'un certain nombre de véhicules. Vous parliez tout à l'heure des loueurs. Alors, je ne suis pas complètement d'accord avec vous, ça a quand même plutôt
pas mal évolué. Il y a notamment l'introduction d'un certain nombre de techniques qui permettent de s'affranchir de démarches et qui rendent beaucoup plus fluide tout ce qui est utilisation de ce type de véhicules et de ce type de services surtout. Et puis derrière, il y a la révolution industrielle qu'il y a derrière, parce qu'il y a des filières à réorganiser. Donc ça fait également partie de ce que fait BPI France, bien évidemment, d'être en capacité d'accompagner ce tissu industriel quand vous êtes quand vous êtes un sous-traitant de rang 1, 2, 3 impliqué dans la fabrication de moteurs thermiques et qu'on vous annonce du jour au lendemain qu'il n'y aura plus de moteurs thermiques. Bon, il y a encore des discussions là-dessus, bien évidemment. Forcément, il faut se réinventer et c'est aussi le sujet. Nous, au travers de BPI France, un acteur comme Vercor qui était là tout à l'heure, ça fait partie des acteurs qu'on soutient, bien évidemment, parce qu'il y a cette nécessité de pouvoir développer ce tissu industriel. Merci. Claude Steinmetz, vous êtes directeur ferroviaire France de Transdev. Vous, quels sont vos axes stratégiques de développement et puis surtout vos clients, qu'est-ce qu'ils vous disent, qu'est-ce qu'ils vous réclament? C'est quoi leur service rêvé finalement en 2035? Bonjour. Alors, nous sommes déjà délégataires de service public. Donc, partant de là, on répond à des appels d'offres. Le développement qu'on peut avoir en France, il y a le développement en France et à l'international, mais en France, c'est essentiellement l'axe ferroviaire, puisque le marché est ouvert. C'est donc une réalité. Il y a des appels d'offres en cours en ce moment. On peut en citer quelques-uns. Il y a Hauts-de-France, vous en avez parlé. Il y a Pays de la Loire en cours en ce moment. Il y a la région Sud qui relance des appels d'offres. Il y a Grand Est, où il y a le fameux Nancy contre Aix-et-Ville. Il y a du transfrontalier. Donc le coup est parti. C'est une réalité. Et j'allais dire, aujourd'hui, il y a eu 2 appels d'offres avec concurrence. Il y a eu la région Sud, Transdev a gagné. Il y a l'Étoile d'Amiens. Apparemment, la SNCF va gagner. Donc, c'est un balle au centre. Il y a Pays de la Loire. Donc, on voit aujourd'hui que le système fonctionne. Après, tout n'est pas simple. Les choses sont en train de se lisser. On découvre, on apprend tous. Donc là, il y a un véritable axe de développement. Tout ça avec, effectivement, des coûts au train kilomètre beaucoup moins chers. Beaucoup moins chers. Très honnêtement, on passe du 28 € du train kilomètre à du 20-22 € du train kilomètre. Donc c'est quand même substantiel dès les premiers appels d'offres. Donc on voit qu'on peut produire moins cher. Si on produit moins cher, on peut produire plus de trains kilomètres pour les collectivités locales, puisque c'est ça leur attente. Donc plus de services. Et s'il y a plus de services, effectivement, grâce à de l'innovation, grâce à SNCF Réseau qui nous met à disposition un réseau qu'on espère tous fiable, sûr, c'est une des ardentes obligations. Derrière, il y a du développement d'offres, il y a de la qualité de service, et on voit qu'on peut, sur cette région aujourd'hui, prendre des engagements très très élevés en qualité de service. Pierre Ligier, pour ramasser ce premier tour de table, vos premières conclusions. Oui, alors effectivement, l'ouverture des marchés, il est en cours. Hein, là, on vient d'en parler avec Claude sur la partie, effectivement, je dirais, régionale. Maintenant, en fait, on ne sait pas très bien à quelle vitesse sur les différents segments ça va se passer. Il y a beaucoup d'inconnus, finalement. Moi, j'ai envie de faire un petit parallèle et prendre un petit peu de hauteur et regarder un secteur qui s'est ouvert il y a quelques temps, qui était celui, en fait, de l'énergie, qu'on a tous connu. Et si on prend Charlotte, hein, qui était en 2035 et qu'on la ramène en 2000, bah, en fait, elle était en plein milieu de l'ouverture du secteur de l'électricité et du gaz. Et en 2007, c'était là qu'elle a pu changer de fournisseur. Et finalement, en 2010, un peu après, 3 ans après, bah, il n'y avait que 5% finalement des consommateurs particuliers qui avaient effectivement quitté les fournisseurs, je dirais, historiques. Et donc, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps et maintenant, on est à 25%. De changement. Pourquoi ça a pris beaucoup de temps? Une des raisons principales, c'est que finalement, les nouveaux entrants de l'époque, hein, donc Direct Energy, Poweo, pour ceux qui s'en rappellent, et ben, en fait, ils se sont aperçus que c'était pas mal d'avoir des centrales finalement pour faire des offres compétitives plutôt qu'acheter leur électricité sur le marché de gros auprès d'EDF, mais que ça coûtait très cher, un ticket de 50 à 500 millions, grosso modo. Et donc, ça prenait du temps et des financements. Et aujourd'hui, finalement, le parallèle, moi, je pense qu'il faut le faire.
C'est-à-dire que si on prend le transport de passagers longue distance, hein, typiquement, il faut acheter des rames. Une rame, c'est à peu près 35 millions, hein, grosso modo. Enfin, il y a des gens d'Alstom, donc ils pourront être plus précis que moi. Et donc, il en faut plusieurs. Il faut aussi des technicentres. Donc, tout ça, ça demande des financements. Et pour les nouveaux acteurs, alors si on en cite un petit peu d'autres, le train, Kevin Speed ou Railcoop, c'est difficile de trouver des financements parce que finalement, le modèle économique, il n'est pas encore avéré. On est au début de l'histoire. La pérennité de tous ces acteurs aussi, elle n'est pas claire. Et donc, il y a un certain nombre d'acteurs qui n'arrivent pas forcément à finir leur tour de table ou qui revoient en fait leurs ambitions à la baisse. Je pense à Railcoop, par exemple. Pourtant, qui ont des offres très intéressantes. Bordeaux, Lyon-Bordeaux, par exemple, c'est intéressant. Donc, il y a plein de destinations nouvelles qui pourraient exister, mais qui vont mettre du temps en fait, à décoller. Donc moi, je parie sur le transport à longue distance pour un décollage qui prendra un petit peu de temps. Un petit point aussi sur le fret pour compléter peut-être ce que disait Alexandre tout à l'heure. Je pense que le fret fait face à des défis très importants. Donc, il faut doubler la part modale. On l'a dit, passer de 10 à 18, horizon 2030. Dans les freins importants, et pour compléter un peu ce qui a été dit, il y a la régénération du réseau, n'est-ce pas, SNCF Réseau, qui est la solution, mais qui est aussi un peu le problème, parce que pendant ce temps-là, on ne fait pas circuler de train. Mais il y a quand même aussi d'autres sujets. Il n'y a pas assez de terminaux, finalement, de transport combiné. Et c'est comme le transport combiné, finalement, qui est un peu, je dirais, qui a le vent en poupe en ce moment, pour faire, effectivement, le trajet door-to-door. Et puis, je vais prendre un point qui peut paraître un peu plus anecdotique, c'est qu'en fait, en France, il y a du relief, et donc il y a des tunnels. Et ceux qui ont conçu les tunnels il y a plus de 100 ans, ils n'imaginaient pas qu'il y a des conteneurs qui un jour allaient circuler dedans. Ouais. Donc il y a un vrai problème de gabarit aujourd'hui qui fait que, on ne va pas citer tous les problèmes, mais c'est que le fret va mettre du temps, en fait, effectivement, à décoller. Et puis sur la partie, effectivement, transport régional, juste pour me permettre de compléter un tout petit peu, peut-être, donc le coup est lancé. Les concessions, elles durent grosso modo entre, on va dire, 7 et 10 ans, celles qui vont être lancées. Voilà. Donc, comme ça commence en fait cette année, de façon obligatoire, en 2033, tout sera ouvert. Et donc là, pour le coup, il n'y a pas tellement d'incertitude. Question que j'ai envie de vous poser à tous. Alors, Franck Laferté, vous allez peut-être être le premier à répondre sur cette idée quand même que les transports, et on a évoqué effectivement la question de l'électricité aussi, il y a quand même quelque chose de spécifique aux industries de réseau et au développement de la concurrence dans ces industries de réseau. C'est pas évident de trouver finalement la bonne organisation. Alors déjà, comme dans tous les monopoles qui ont été ouverts, il y a une période que je dirais plutôt d'attentisme où les gens regardent et commencent à se dire est-ce que je vais y aller ou pas. C'est un peu ce qui s'est passé sur le monde voyageur, parce que maintenant ça fait comme quelques années que le monde voyageur est ouvert, et pourtant le premier concurrent qui est arrivé, Trenitalia, sur la grande vitesse entre d'abord en venant d'Italie et ensuite sur Lyon-Paris, est arrivé finalement il y a 1 an. Donc ça a mis du temps. Les prochains sont annoncés pour cette année. Donc voilà, donc on va avoir quelques-uns. Puis il y a les autres que vous avez cités, donc Railcoop, le train et Kevin, qui ont des projets, mais c'est long. Alors c'est long, pourquoi? Parce que, oui, c'est pas simple de faire rouler un train. Alors déjà, il faut effectivement avoir le matériel, et ça se construit pas rapidement, un matériel. Il n'y en a pas de disponible sur le marché, ce qui n'est pas tout à fait la même chose sur le fret, mais encore une fois, le fret est ouvert depuis bien plus longtemps, et donc il y a un peu plus de wagons, un peu plus de locomotives, encore de locomotives électriques qui sont disponibles, un peu moins de locomotives diesel. Donc ça met du temps. Ensuite, on va avoir ce que j'appelle une phase un peu d'effervescence. C'est ce qui est en train de se passer sur le voyageur, parce que vous en avez cité 3. Il y en a d'autres qui manifestent leur intérêt avec des projets qui ont de la valeur. Est-ce qu'ils arriveront à les concrétiser? Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'ils auront les financements? Ça, c'est autre chose. Et puis ensuite, on aura évidemment une phase de consolidation sur laquelle le nombre d'opérateurs va diminuer. Ça, c'est sur le SLO, donc le service librement organisé. Sur les délégations de service public, c'est un peu différent parce qu'en fait, le service est déjà délivré, pas forcément au même niveau que ce qu'attendent les autorités organisatrices quand elles lancent un appel d'offres. C'est très vrai sur PACA, donc le marché qu'a remporté Transdev. C'est pas le niveau de circulation de fréquence attendue n'est pas le même que celui qui est aujourd'hui opéré. Mais ça, c'est l'autorité qui l'a décidé et qui a mis en appel d'offres son marché. Donc là, c'est un peu différent parce que finalement, pour Réseau,
que ce soit Transdev ou un autre opérateur, SNCF ou un autre qui opère, pour nous, réseau, ça sera la même chose. Alors que sur le service librement organisé, effectivement, s'il y a des nouveaux opérateurs qui arrivent, ça veut dire du nouveau trafic. Alors, on les accompagne. On a deux types de nouveaux opérateurs, hein. On a ceux qui ont une expérience ferroviaire plus ou moins forte, que ce soit dans l'urbain ou à l'étranger, et qui savent à peu près dans quoi ils mettent les pieds, et donc qui savent que ça va être long, qu'il y a un certain nombre de procédures à respecter. Il faut déjà avoir une licence d'entreprise ferroviaire, hein, il faut l'avoir. Il faut ensuite avoir du matériel qui soit compatible et qui soit homologué, donc tout ça c'est long. Tous ceux qui n'ont pas d'expérience dans le ferroviaire, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut qu'on leur explique tout ça. Il faut qu'on leur explique comment on entre sur un réseau, donc toutes les procédures, et donc ça c'est le rôle de ma direction commerciale, hein, d'accompagner ces nouveaux entrants sur le monde ferroviaire. Et au-delà des nouveaux entrants, et ensuite je m'arrêterai, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'aller rencontrer les chargeurs, parce que fondamentalement, c'est pas nous qui faisons le trafic, hein. C'est-à-dire, c'est pas le gestionnaire d'autoroute qui va faire le nombre de voitures qui circulent sur l'autoroute. C'est bien le motif de déplacement, le marché. Et là, c'est les opérateurs ferroviaires qui sont capables de savoir s'il y a un marché entre un point A ou un point B. À partir du moment où un opérateur ferroviaire identifie qu'il y a un marché, il peut s'adresser à nous et nous dire, moi j'aimerais bien, à cet horizon-là, desservir, alors c'est vrai pour le fret, hein, desservir ce marché-là. Quand on va voir les chargeurs, c'est intéressant de savoir quelle est leur stratégie, notamment en lien avec la décarbonation, parce qu'on sait que la logistique ferroviaire est une des solutions de la décarbonation des chargeurs. Et donc pour nous, c'est très intéressant de savoir quels seront les prochains flux massifs pour qu'on anticipe ça. Et là, je fais écho à ma première intervention, c'est-à-dire pour qu'on regarde si l'organisation du réseau est capable d'absorber ces futurs flux. Merci. Alors, Gilles Chang, on voit, bon, il y a des secteurs particuliers sur lesquels les barrières à l'entrée sont importantes. Et question aux spécialistes de l'innovation et de la rupture aussi technologique, on se dit, bon, quand on voit comment on est passé finalement des diligences à l'automobile, on se dit, c'est pas les fabricants de diligences qui sont devenus les champions de l'automobile, quoi. Et donc, comment vous voyez, vous, qui êtes encore une fois aux premières loges de cet univers de l'innovation, des startups, etc., est-ce que vous pensez que finalement, dans ce secteur de la mobilité, il y a des offres nouvelles qui vont apparaître, mais qu'il n'y aura pas de bouleversement des grands acteurs, etc. Ou bien est-ce que vous pensez qu'il y a des startups aujourd'hui qui peuvent inventer des ruptures qui en feront vraiment les champions de demain, avec des acteurs anciens qui vont disparaître? Comment va foisonner ce monde de la mobilité? Alors effectivement, oui, il y a un écosystème, notamment en France, très très innovant sur tous ces sujets de mobilité. Il y a une vraie French touch. Il y a pas mal de pionniers déjà sur toutes les thématiques qu'on a évoquées qui étaient français. On va parler de mobilité partagée, des acteurs comme Vulog par exemple, des acteurs également comme EasyMile ou Navia historiquement sur la mobilité autonome. On était un des premiers actionnaires d'une boîte comme Drivey qui révolutionnait les usages aussi avec le peer-to-peer. On revient un peu au sujet de location que vous évoquiez tout à l'heure d'ailleurs. Voilà. Donc en fait en France il y a quand même un écosystème très puissant. Il y a à la fois des instituts de recherche. On peut parler du CEA, du CNRS, d'acteurs comme ça, qui ont été très très pionniers sur pas mal de thématiques. Pareil, une société, par exemple, comme McPhy Energy, qui travaille sur les thématiques hydrogène, qui sont aujourd'hui une brique envisageable sur un certain nombre de modalités. Ça, c'est un sujet qui sort du CEA historiquement. On a d'autres thématiques comme ça. Donc, il y a un tissu de start-up qui est très puissant. Donc, je reprends un peu ce que disait Geoffrey tout à l'heure de Valeo. Donc, nous, la logique, c'est d'anticiper. Donc, c'est d'essayer de trouver un peu ces pistes-là. On a essayé de tracer un peu quelles pouvaient être les grandes voies il y a quelques années qui nous amènent aujourd'hui. On est en train de réfléchir également à ce que pourrait être demain, à quelles seront les grandes tendances qu'on voit poindre. J'en ai évoqué quelques-unes tout à l'heure, notamment avec, je reprends l'exemple du transport védique, donc de tout ce qui est la réintroduction de la voile dans le maritime, hein, qui pour nous est quelque chose qui était encore totalement illusoire il y a quelques années, mais qui commence à apporter des solutions technologiques aujourd'hui. Voilà, donc on a la chance d'avoir cet écosystème qui est très puissant, de start-up bien sûr, mais aussi de PME et de TI et de grands groupes, parce que toutes ces collaborations, tous ces échanges, on les fait également avec les grands groupes.
il y a des dispositifs d'innovation, il y a des stratégies d'innovation dans tous ces grands groupes. Chez les acteurs également de la mobilité, on parle des opérateurs, hein, donc tous les grands opérateurs dont on a parlé jusqu'ici, qui sont à la recherche de solutions, qui sont aussi la raison pour laquelle on va aller s'intéresser à telle ou telle approche technologique que vont pouvoir fournir des startups. Donc il y a tout cet écosystème très très foisonnant. Le rôle de l'acteur public, c'est clairement au travers d'un certain nombre de dispositifs, qu'ils soient en fonds propres, donc c'est ce qu'on travaille au travers des différents fonds d'investissement que nous gérons dans la maison, ou alors en accompagnement au travers de grands programmes un peu plus structurants qui sont des programmes que nous gérons pour le compte de l'État. On parle beaucoup de France 2030 par exemple, sur lequel on va avoir de bout en bout, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ça aussi l'innovation, c'est de bout en bout, c'est d'être capable de soutenir la partie amont et de recherche assez fondamentale, d'être capable de faire cette interface avec le besoin des marchés, parce que à la fin, pousser de la tech pour pousser de la tech, ça ne sert pas à grand-chose non plus, hein, s'il n'y a pas d'usage derrière. Et puis d'avoir cette transformation avec à la fois l'émergence de nouveaux acteurs, la transformation des acteurs existants, et puis quand c'est nécessaire, cette évolution d'industriel pour pouvoir s'adapter aux nouvelles demandes. Merci. Claude Steinmetz chez Transdev, quelles sont vos priorités en matière d'investissement, d'innovation et comment vous travaillez effectivement peut-être avec des structures autour de Transdev, des startups, etc., pour essayer d'écrire votre futur? Alors, nous pensons effectivement qu'on ne peut pas travailler seul, c'est la première chose. On est dans des appels d'offres qui sont de plus en plus complexes. Je prends l'exemple Nancy contre Aix-et-Ville. Par exemple, ce n'est pas que de l'exploitation. Nancy contre Aix-et-Ville, c'est de la rénovation de voies, de la construction de voies. On réouvre des voies. Donc, c'est des investissements qui sont relativement lourds. Si je prends l'exemple de Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc le Marseille, Toulon, Nice, c'est construction d'un atelier, donc des partenaires pour construire l'atelier, construction de matériel. On achète 16 rames à Bombardier Alstom. Donc là encore, c'est un travail suivi. Donc on ne peut pas travailler seul, très clairement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est fini de travailler seul d'une part, et d'autre part de travailler que par mode. Aujourd'hui, on est obligé de travailler, on l'a dit tout à l'heure avec les cars longue distance ou les cars express, des cars express, du train, du rabattement, de l'intermodalité, tous ces acteurs pour que ce soit fluide pour le client final, puisque c'est le client qui doit absolument pas se rendre compte des difficultés qu'il y a derrière, techniques, pour pouvoir passer d'un mode à l'autre, et tout ça doit être particulièrement fluide. C'est notre obligation. Ce que je peux encore souligner, c'est qu'aujourd'hui, les appels d'offres sont quand même complexes, ce qui veut dire qu'il y a très peu d'acteurs aujourd'hui qui répondent aux appels d'offres. Très peu d'acteurs, pourquoi? Parce que le coût d'entrée est énorme. Non seulement de répondre à un appel d'offres, c'est quelques millions, mais au-delà de ça, c'est acheter du matériel, c'est rénover du matériel à mi-vie, pourquoi pas, c'est construire un atelier. Il nous semble indispensable, effectivement, de ne pas travailler dans les ateliers de la SNCF, parce qu'autrement, on reproduira les mêmes modèles, donc nous ne le souhaitons pas. Et c'est une position prise par tous les nouveaux entrants, ce qui veut dire que derrière, il y a très peu de nouveaux entrants. On aurait pu penser qu'il y avait beaucoup de nouveaux entrants étrangers qui seraient venus. Pas tout de suite. Aujourd'hui, ils les regardent, et même pour un groupe comme Transdev, filiale de la Caisse des dépôts, 66%, donc à hauteur de 70%, c'est notre actionnaire, 33% le groupe Bretman. On regarde avec discernement les appels d'offres et on ne va pas répondre à tout. On le dit clairement aujourd'hui aux régions, c'est pas possible. Merci. Pierre Ligier, pour conclure, on voit que la concurrence, ça se décide, ça s'organise, ça se réglemente, mais que pour la faire vivre, c'est quand même plus compliqué que ça. Oui, et puis on a vu qu'effectivement, c'est en train de se dessiner, mais la première question, c'est qu'est-ce que ça va apporter finalement pour, je dirais, le passager qui va être transporté. Si on regarde un petit peu les pays qui se sont ouverts, parce que finalement, il y a d'autres pays autour de nous sur la plaque continentale, je pense à l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, par exemple, on a vu que ça crée effectivement des prix qui baissaient, en fin de compte, un peu comme, Claude, ce que tu disais déjà en France, en fait. Oui, tout à fait. Donc on voit ça, une qualité de service qui est plutôt à l'amélioration. Donc on dira que c'est effectivement plutôt bénéfique. Mais il y a quand même un point qu'il faut mettre un peu en évidence, dont on parle assez peu, c'est que cette ouverture à la concurrence, elle donne aussi lieu
à une forme de désoptimisation des coûts, on va dire, échoués. Parce que si on prend l'exemple de l'Île-de-France, il y a 11 lots dans le ferroviaire qui vont être mis en concurrence progressivement. Et ça va amener 11 filiales à créer, et donc 11 structures, 11 systèmes d'information, etc. Donc, et là, je parle évidemment que de l'Île-de-France, mais pour chaque région, il va y avoir 4, 5 filiales. Donc, on va avoir un système qui va être aussi massivement désoptimisé d'une certaine façon, en tout cas vu de l'opérateur historique. C'est des choses qui peuvent se produire. Et pour prendre l'analogie qu'on avait tout à l'heure sur l'énergie, c'est exactement ce qui s'est passé dans l'énergie aussi, où il y a eu une désoptimisation. Voilà, je ne sais pas s'il y a des gens du secteur de l'énergie ici, mais c'est des choses qui ont été vécues assez fortement. Donc il faut être un petit peu vigilant effectivement à cet aspect-là. Et je voudrais finir sur une note plutôt positive qui est en fait autour de l'innovation. Effectivement, l'ouverture, elle pousse en fait les régions dans leur cahier des charges, parce que c'est elles qui organisent ça, à demander de l'innovation. Donc elles vous poussent tous à ça. Et puis on voit que les opérateurs historiques, ils cherchent aussi un peu à se différencier, pas uniquement par le coût, mais par l'innovation. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a plein de belles choses en fait qui arrivent en termes d'innovation. Donc l'open payment, le fait, si on prend les métros, de voir peut-être le taux d'occupation des wagons à l'avance en fait. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui arrivent, et ça c'est plutôt sympathique quand on prendra le bus et le métro à l'avenir. Et ben voilà une belle conclusion. Merci beaucoup à tous les quatre.